Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Nous allons revenir sur une question essentielle pour les marchés financiers, c'est celle de la dette, puisqu'elle conditionne bien souvent l'allocation d'actifs et la performance de tous les actifs et même des actifs boursiers. Or, aujourd'hui, on le sait, les États sont plutôt impécunieux, ils cherchent à se financer coûte que coûte et par la dette, bien évidemment. Ils offrent donc beaucoup de papiers et on aura beaucoup d'émissions de dette en 2026. La question est que peut-être ces émissions vont se heurter à un gros problème, celui de la démographie. Et on va voir ça ensemble avec Christian Parizeau, président d'Altaïr Economics. Mais avant d'engager la discussion avec Christian, rappel rituel, pour nous soutenir, eh bien, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Christian, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on est tous obsédés par, les déclarations de Donald Trump, par la géopolitique, par, l'intelligence artificielle. Mais il faudrait pas oublier tout de même que la question de la dette est centrale pour, les marchés financiers. Comme je le disais en introduction, on a un très fort besoin d'émission de dette, de la part, des États. La question et peut-être pour des questions, justement démographiques, d'ordre démographique, est-ce que la demande sera là? Est-ce qu'on va avoir en face de ces émissions des gens prêts à acheter? Alors oui, il y a toujours je vais pas parler de krach obligataire naturellement, hein. On a toujours, c'est toute une question de prix et le gros problème qu'on risque d'avoir, à mon avis, c'est surtout sur les émissions à long terme, des États. C'est là qu'on risque d'avoir, peut-être des tensions. Alors, on parle souvent de pontification des courbes des taux. Vous savez, le fait que, la partie longue, hein, plus on prête à long terme, plus on exige de rendement, hein, et donc, c'est une courbe des taux qui se pontifie à ce moment-là, ce qu'on observe. Et donc, le risque, c'est d'observer une pontification de la courbe des taux dans les prochains mois et prochaines années. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une partie de la demande de long terme sur les obligations qui risque de disparaître et essentiellement du fait de facteurs en partie, en grande partie démographiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un point qu'il faut avoir en tête, c'est que les baby boomers naturellement vont partir à la retraite, mais c'est que ces baby boomers, notamment, on l'a les statistiques aux États-Unis, hein, ce sont eux qui détiennent près de la moitié du patrimoine des ménages américains. C'est eux qui se sont constitués forcément ce patrimoine important. Et ces baby boomers, ils jouent un rôle énorme, hein, naturellement, dans les flux d'investissement, dans les flux d'épargne, hein, et c'est eux qui jouent naturellement sur l'équilibre des marchés. Alors, on a tous en tête que les Américains investissent dans les actions, mais ils investissent aussi beaucoup sur le marché obligataire. C'est vrai aussi, pas forcément directement, hein, faut le rappeler, mais via leurs fonds de pension, via leurs fonds de retraite. Et ces fonds de retraite investissaient énormément sur des maturités longues. On le sait aussi, par exemple, au Royaume-Uni, hein, où on avait fait des émissions obligataires très longues, hein, parfois allant jusqu'à 50 ans, pour répondre justement à ces besoins d'investissement de ces fonds de retraite. Parce que en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils adossent par rapport à des engagements de retraite, ils adossent des obligations d'État, des obligations qui sont censées être sûres, certaines, hein. Et donc, derrière ces maturités longues, il y avait aussi le fait qu'on avait une épargne longue qui était liée essentiellement à une épargne retraite. Et ça, c'est un point important qu'il faut avoir en tête. Non, j'aimerais qu'on affiche tout de même un graphique à l'écran parce que vous parlez de la prédominance, finalement patrimoniale des baby boomers, mais rien de tel qu'une image pour, l'illustrer. Alors ce qu'on a sous les yeux, c'est le patrimoine net par génération aux États-Unis. Et on voit que les baby boomers, se taillent, la part, du lion avec, 85 400 milliards de dollars de patrimoine net. Donc évidemment, ils pèsent de tout leur poids, en fait, sur, sur, les actifs, américains et ce que vous dites là, c'est que, ils entrent dans une phase de leur vie où ils doivent liquider une partie de leur patrimoine et qu'ils ne s'engagent plus, en fait, sur des des actifs à durée de vie longue, à échéance longue.
En gros, Oui, c'est ça alors, l'idée. voilà, attention, hein, quand on montre ce graphique, faut bien comprendre, c'est aussi, leur épargne retraite, hein. C'est aussi, ce qu'on appelle les fonds de pension, hein, qui sont pris en compte. Donc c'est pas forcément des obligations qu'ils gèrent, directement, mais c'est aussi des obligations qui sont gérées, via, leurs enveloppes 401(k), via leur fonds de pension, ou via, pour certains, hein, naturellement, ils sont aussi sur la bourse. Mais, il faut bien comprendre, quand vous avez un fonds de pension qui, va voir, ses prestations augmenter, si je vous dis que vous avez 5%, 10% de vos membres qui vont partir à la retraite l'année prochaine, vous n'allez pas acheter une obligation à 10 ans d'État et prendre un risque. Donc, vous raccourcissez forcément votre portefeuille, la maturité moyenne de votre portefeuille pour faire face à ces engagements. Bon, on pourrait plus globalement, si on doit raisonner au niveau des ménages baby boomers, c'est vrai que ça avait un sens il y a encore 10 ans d'acheter du 10 ans américain, d'acheter des obligations américaines dans la perspective de leur départ à la retraite dans 10 ans. Maintenant que cette date se rapproche, eh ben, vous êtes incité déjà à acheter peut-être beaucoup plus d'obligations que d'actions. Alors ça demande à voir et ça sera un peu en fonction de votre appétit pour le risque. Mais en tout cas, au niveau des gérants professionnels, quand vous avez des engagements à court terme qui augmentent, vous mettez pas tout sur Tesla, vous mettez pas tout sur la bourse américaine, hein, parce que vous savez que ces prestations vont arriver. Donc ça, quel que soit ce qu'on en pense, il y aura quand même un effet lié aux fonds de pension, hein, qui vont jouer fortement, qui vont prendre des maturités beaucoup plus courtes et ce qu'on voit depuis maintenant des années, hein, sont vendeurs nets d'actions pour acheter des obligations. Donc, ils prennent beaucoup moins de risques et ils augmentent la part des obligations dans leur portefeuille. Donc, ça joue sur, en termes de bonne gestion et même à titre individuel, lorsque vous approchez de la retraite, vous avez tendance à prendre moins de risques. Donc, ça joue sur cet appétit pour le risque. Et puis, surtout, D'ailleurs, on ça, l'a vu, si vous me permettez cette incise, on l'a vu également en Europe avec le fonds de pension néerlandais qui a annoncé il y a quelques mois déjà hein, qu'il allait plutôt investir dans des actifs de court terme et plutôt que de la dette long terme, parce que justement, il doit faire face aux besoins des baby boomers et il doit prendre en compte finalement cette évolution démographique. voilà, donc ça, c'est un point important. Donc, tout ce qui est, on va dire, gestion de la retraite, ça joue énormément, et la démographie va jouer énormément, hein. On raisonne toujours, sur les aspects démographiques, liés à la croissance économique, liés au comportement de consommation, mais ça a un impact aussi sur, notre patrimoine et sur alors, c'est pas nouveau ce que je vous dis, hein, c'est le cycle de vie de Mondigliani, hein. C'est le fait que, finalement, on épargne beaucoup, lorsqu'on est jeune, on se constitue un patrimoine et puis en vieillissant, on utilise ce patrimoine pour assurer sa consommation. Donc ça, c'est le deuxième effet qu'il faut avoir en tête, c'est que on va avoir aussi des systèmes de répartition, hein, de retraite par répartition, qui seront de toute façon beaucoup moins généreux, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, très clairement, avec la démographie que l'on a, on sait que les actifs qui cotisent pour financer la retraite les actuelles retraites seront beaucoup moins nombreux. Donc, ça veut dire que on aura des systèmes de retraite par répartition qui seront des systèmes générationnels, de solidarité générationnelle, qui seront beaucoup moins généreux. Donc, ça existe partout, hein. On a toujours deux branches, hein. Même, il n'y a pas aux États-Unis, hein, on a un système par répartition et un système par capitalisation. Et donc, on sait que du fait de la démographie, on va avoir beaucoup moins des retraites qui sont sous pression, hein. Et donc, ça pourrait aussi inciter ces baby boomers à utiliser une partie de leur patrimoine pour assurer leur niveau de vie. Et ça aussi, ça va jouer sur leur comportement, sur leur gestion de patrimoine déjà, hein. Vous ne mettez pas à risque, vous investissez pas sur les actions si dans deux jours vous devez les vendre pour consommer. Donc, ça joue forcément sur votre comportement et votre prise de risque. Et ça jouera aussi sur les flux qui iront sur les marchés financiers, puisqu'on va avoir sûrement ces baby boomers qui vont utiliser une partie de leur patrimoine pour assurer leur niveau de vie. Donc ça aussi, l'aspect démographique peut jouer aussi sur les équilibres de marché, hein. En tout cas, ça peut jouer, en tout cas sur le fait que aujourd'hui, émettre à 30 ans pour un État, ça s'annoncer très compliqué pour se financer parce qu'on n'aura pas forcément une demande sur ces maturités très longues. Alors, j'aimerais qu'on affiche un autre graphique, c'est celui des taux des Fed Funds, hein, donc les taux de la Réserve fédérale des États-Unis à 10 par rapport, aux taux, pardon, à 10 ans
des bons du trésor américains. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que en dépit de la baisse des taux, finalement, les taux longs américains, les taux à 10 ans, alors sont pas les plus longs, hein, puisque voilà, des États cherchent aussi à se financer à 20, à 30 ans, mais ces taux à 10 ans, qui sont tout de même des taux de référence, on peut bouger. Donc ça, c'est assez significatif, aussi, finalement, du peu d'impact de la politique monétaire actuelle. Elle fait bouger les taux courts, mais pas tellement les taux longs. Et ça pose un réel problème pour les banques centrales, hein. C'est-à-dire que si les États émettent à long terme et que derrière, la banque centrale américaine baisse ses taux et voit que ça se ne répercute pas sur la partie longue de la courbe des taux, ça veut dire que ça baisse des taux, il y a pas alors ce qu'on dirait en jargon, de banquier central, il y a pas de diffusion de la politique monétaire et donc ça sert à rien de baisser les taux courts, hein, parce que, les entreprises, certes, peut-être ça jouera sur leur crédit de trésorerie, mais elles, ce qui les intéresse pour investir et pour stimuler la croissance économique, il faut affecter la partie longue de la courbe des taux et donc il faut affecter les taux longs, hein. Et donc si vous baissez vos taux directeurs et que derrière les taux longs ne réagissent pas, ça veut dire que vous n'avez pas d'assouplissement monétaire, ça veut dire que les ménages empruntent toujours au même taux pour acheter leur maison, ça veut dire que les entreprises s'endettent toujours au même taux pour investir. Donc c'est pas un élément qui va stimuler la conjoncture. Donc le risque que vous avez, hein, c'est si derrière on a ce qu'on appelle une pontification de la courbe des taux et si on a ces taux longs qui restent indifférents aux politiques monétaires parce que d'une part il y a de fortes émissions des États et de l'autre il n'y a plus forcément cette demande sur ces maturités longues, bah, ça veut dire que les politiques monétaires sont beaucoup moins efficaces. Alors ça pourrait inciter quelques banquiers centraux de reparler de ce qu'on appelle de quantitative easing, de gestion de la courbe des taux. Si effectivement on était dans une situation où les taux longs ne réagissent plus aux détentes de politique monétaire, c'est forcer les banques centrales à peut-être acheter de nouveau des obligations à long terme pour mettre une pression sur les taux d'intérêt. Alors ça pourrait passer par des arbitrages, hein, de portefeuille, c'est-à-dire qu'on vend du court et on achète du long, hein, pour essayer de répondre à ce changement démographique. Mais en tout cas, ça pourrait relancer une partie des quantitative easing, ce qu'on a appelé ces politiques conventionnelles des banquiers centraux, pour essayer de manipuler un peu cette courbe des taux s'il y a véritablement un changement dans la demande de long terme sur les titres obligataires. En tout cas, on voit que c'est un problème aussi de politique monétaire derrière ça et on voit que la pente de la courbe des taux, ça sera regardé. Alors historiquement, la pente de la courbe des taux traduisait plutôt des anticipations d'inflation, plutôt un risque d'inflation, mais là on est dans une logique pas forcément économique, plutôt dans une logique purement de flux et donc cette pontification de la courbe des taux pourrait plus traduire un problème de flux et donc les banques centrales seront peut-être incitées à corriger ces flux par leurs interventions sur les marchés obligataires, mais on voit que c'est pas comme une situation très confortable et ça complexifie fortement l'action de la politique monétaire sur l'économie et sur l'équilibre des marchés financiers. Alors, si les taux longs se tendent, pardon, on pourrait avoir des réactions négatives sur les marchés d'actions. Mais justement, est-ce que ça ne condamne pas de toute façon à l'intervention des banques centrales, puisque notamment aux États-Unis, on sait qu'on a une très forte sensibilité à l'effet richesse financier. Une bonne partie de ceux qui font la croissance de la consommation aujourd'hui, ce sont les plus riches, les 10% les plus riches et en fait, c'est leur patrimoine financier qui a fortement progressé ces dernières années et qui leur donne davantage de marge de manœuvre pour consommer encore davantage. Alors qu'on a 90% de la population qui voit sa consommation progresser très modestement. Donc, si on a des tensions sur les taux longs, ça pourrait impliquer des réactions négatives sur les marchés boursiers, avec un impact très rapide finalement sur la croissance. Et là, je parle de la croissance aux États-Unis. Donc, dans ce cas de figure, est-ce que ça condamne pas la Réserve fédérale à une intervention massive et à reprendre le quantitative easing? Puisque là, on aurait une spirale négative, détérioration des conditions de marché, sur le enfin,
des conditions de marché financiers et puis ensuite, détérioration de la croissance. Oui, alors ça, c'est vrai. Alors, c'est plus vrai aux États-Unis qu'en Europe, hein, faut le reconnaître, mais c'est ce qu'on appelle le fameux effet de richesse. Alors, l'effet de richesse, c'est relativement simple, hein. Vous avez un graphique qui l'illustre bien. C'est tout simplement, vous faites, l'évolution, du patrimoine, des ménages sur leurs revenus disponibles, hein, donc vous avez, les finalement l'effet patrimoine, l'effet revalorisation, lié à la hausse des marchés et vous regardez le taux d'épargne des ménages, américains et vous voyez que ça marche pas trop mal quand même, hein, cette relation, hein. Lorsque vous avez une forte hausse de cet effet, vous avez un effet patrimoine, vous avez une forte hausse de la valorisation de leur patrimoine par rapport à leurs revenus disponibles, hein, donc véritablement, ils ont le sentiment qu'ils ont un gain de pouvoir d'achat, ils ont le sentiment qu'ils ont une richesse qui s'est accumulée et qu'ils vont pouvoir utiliser demain pour consommer plus, et ben ça les incite à moins épargner. Donc on le sait, si on avait un choc sur les marchés financiers, et on l'a vu historiquement, hein, lorsqu'on a un mouvement très violent sur les marchés financiers, on a un impact immédiat sur le comportement d'épargne des Américains qui a tendance à remonter et on est sur une consommation qui est largement freinée. Donc la sensibilité de l'économie américaine et notamment de la consommation des Américains est particulièrement forte. Alors c'est vrai que c'est très inégalitaire, hein, cet effet richesse. On sait que ça concerne qu'une toute petite, une minorité d'Américains, hein, mais on l'a vu, hein, sur la hausse du marché action, encore sur les derniers trimestres, hein, la hausse du marché action, elle suffit pour nourrir les ventes au détail. Vous avez aujourd'hui aux États-Unis un tiers des ménages les plus riches qui ont le patrimoine investi sur le marché action, qui représente 50% des ventes au détail. Donc un tiers des Américains, c'est 50% des ventes au détail. Ça vous montre à quel point c'est très inégalitaire, mais à quel point ça montre une sensibilité au marché. Alors effectivement, si on avait des émissions obligataires qui se passent mal, on sait que les marchés financiers sont très sensibles à ce qu'on appelle au ratio demande sur offre, hein, et dès que ce ratio commence un petit peu à baisser, ça crée des tensions sur les taux longs américains. Donc les émissions de 30 ans, de 10 ans sont toujours très sensibles à ce ratio et dès que ça se passe mal, ça peut créer des mouvements de taux assez violents et on sait que derrière, la banque centrale considérera que c'est un élément qui peut affecter assez rapidement la consommation des ménages américains et donc détériorer l'activité économique. Donc oui, plus que jamais, hein, ce choc démographique va jouer sur l'équilibre des taux longs, va jouer sur la forme des courbes des taux, mais aussi jouera sur le comportement des banquiers centraux. Alors encore une fois, c'est pas parce que ça n'a pas joué sur à très court terme, mais ça veut dire qu'on n'en a peut-être pas fini avec les quantitative easing. Ça veut dire qu'il faut regarder de très près les émissions obligataires, notamment les émissions sur la partie longue de la courbe des taux. C'est là où il y a un risque. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que derrière, vu la sensibilité aujourd'hui qu'a la consommation des ménages américains à cet effet marché financier, à cette sensibilité à ces effets richesse, ça veut dire que s'il y avait une correction de Wall Street, on serait quand même sur des scénarios qui seraient pas forcément très positifs pour l'avenir et pour la valorisation. Donc c'est un facteur de risque à surveiller. C'est pour ça qu'on peut véritablement dire aujourd'hui que le marché obligataire est un marché market mover, est un élément important, que ces émissions obligataires que vont réaliser les États sur ce premier semestre, hein, et on sait qu'il y a une saisonnalité, hein, dans les émissions des États en termes d'émissions obligataires, et on sait que le premier semestre est particulièrement important, ça sera des éléments clés pour l'orientation des marchés. Donc c'est à surveiller et ces éléments démographiques, en tout cas, sont des éléments qui vont jouer sûrement dans le comportement des marchés financiers et de plus en plus, hein, avec ce vieillissement de la population, avec ces baby boomers qui vont partir à la retraite, ça sera sûrement un élément déterminant sur la forme de la courbe des taux et sur l'évolution des marchés obligataires dans les prochains trimestres. Bon, mais ça veut dire qu'in fine, on bénéficie tout de même d'un Fed put, c'est-à-dire, de la garantie que les banques centrales vont intervenir parce que sinon c'est explosif. Oui, très clairement. On est dans une situation aujourd'hui où ce choc démographique va être un choc de marché et imposera quand même des réactions de la part des banquiers centraux. Donc oui, on est encore finalement encore sur cette protection des banques centrales et on n'a pas fini de parler de quantitative easing dans les prochains mois. Bon, donc si je synthétise, tout ce que vous nous avez dit, Christian, de façon, vraiment succincte, la démographie va devenir de plus en plus importante, et elle va influer évidemment sur, les taux longs puisque là, on a des États qui émettent énormément de dettes pour se financer à long terme. Malheureusement, pour eux, aujourd'hui, la demande
en taux long et en produits de taux, à longue échéance, va s'atrophier un petit peu puisque les baby boomers, liquident une partie de leur patrimoine et évidemment quand on a, disons une espérance de vie qui se limite eh bien on prend de moins en moins de risques et on va plutôt sur des produits, avec des échéances, courtes. Donc ça veut dire que structurellement, il y a un affaiblissement de la demande pour, les taux longs. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a une sensibilité accrue, notamment aux États-Unis, à au comportement, des actifs, financiers, qu'on a un effet richesse, très favorable, en tout cas pour une partie de la population américaine, parce que vous dites bien que c'est très inégalitaire, mais c'est ce tiers de la population qui fait 50 de la consommation, hein, des ventes au détail et cette population-là a bénéficié évidemment de l'inflation des actifs financiers, c'est-à-dire de la montée des cours. Donc si jamais il y avait des tensions sur les taux longs et que ça avait des répercussions sur les marchés boursiers, comme c'est souvent le cas, on aurait un effet richesse négatif, là pour le coup, c'est-à-dire un impact assez fort sur la croissance économique, ce qui implique dans tous les cas, hein, que les banques centrales ne resteraient pas l'arme au pied, qu'elles interviendraient pour, sauver encore une fois, le navire, l'empêcher de couler. Donc, on a toutes les chances, d'assister à de nouveaux quantitative easing dans les mois qui viennent. C'est correctement résumé. Christian, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à partager, cette émission, à nous dire si vous l'avez appréciée et si vous l'avez vraiment appréciée, mettez un pouce vers le haut, ça aide au référencement. À très bientôt.